La salle d'audience était bondée. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre le souffle étouffé des respirations des journalistes, des jurés et des avocats. Dehors, la pluie tombait fine, mais constante, comme si le ciel lui-même pressentait l'injustice qui allait se produire. Emmanuel Macron, le visage serein et les yeux fixés sur le sol, entra dans la salle, escorté par 2 officiers. Ses pas étaient assurés, mais sans arrogance. Juste un homme qui acceptait la douleur avec dignité. Son costume bleu marine était impeccable, mais une tension presque imperceptible crispait sa mâchoire. Il savait que ce jour ne serait pas un simple procès. Ce serait le jugement de son honneur. De l'autre côté, le juge Maxence Rolin l'observait avec un mépris à peine dissimulé. Un homme d'âge mûr, connu pour ses décisions douteuses et ses liens obscurs avec de grandes corporations. Il était le symbole d'un système qui servait souvent les intérêts du pouvoir plutôt que ceux de la justice. Et par-dessus tout, il détestait Macron, peut-être par jalousie, peut-être pour des raisons encore plus profondes, des rancunes que le temps n'avait pas guéries. Macron n'était plus président, mais il portait encore une influence qui dérangeait. Sa popularité auprès des jeunes, son nouveau travail humanitaire en Afrique, et surtout, son attitude humble, avait déconstruit le récit que ses adversaires avaient tenté de façonner pendant des années. « Emmanuel Jean-Michel Macron, dit le juge, la voix chargée de dédain. Vous êtes accusé d'abus de pouvoir, de manipulation d'informations publiques et d'obstruction à des enquêtes. Comment plaidez-vous » Macron leva les yeux et regarda le juge droit dans les yeux. Il n'y avait pas d'arrogance dans son visage, juste un regard ferme, presque empreint de compassion. « Non coupable, votre honneur. » Sa voix était basse, mais empreinte de conviction. Du fond de la salle, des murmures commencèrent à se propager. Il y avait là des journalistes, des diplomates, des leaders communautaires et même d'anciens ministres. Mais l'atmosphère était tendue. Quelque chose n'allait pas dans ce tribunal. Le procureur, un homme visiblement nerveux, commença à présenter les documents de l'accusation. Mais ses arguments étaient fragiles, basés sur des suppositions, des extraits d'emails et des témoignages incohérents. Pourtant, le juge ne cachait pas son impatience envers la défense. « Allons droit au but », dit Rolin, interrompant l'avocat de Macron d'un ton sec. « Ce tribunal n'est pas une scène pour des discours sentimentaux. » Emmanuel prit une profonde inspiration. Ce n'était pas seulement une tentative de le condamner. C'était un spectacle orchestré pour détruire son image. Mais il restait calme. Pendant la pause du procès, Macron quitta la salle et se rendit aux toilettes. Devant le miroir, il se lava le visage. Les gouttes glissaient lentement sur sa peau. Il regarda son reflet. « Respire, Emmanuel », murmura-t-il pour lui-même. « Ils veulent voir ta chute. Mais tu es déjà tombé auparavant. Et tu t'es relevé. » Des flashs de son parcours surgirent dans son esprit. Une enfance simple, des années d'études intenses, les combats politiques, l'ascension fulgurante à la présidence, les erreurs, les réussites, les nuits sans sommeil. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était de se souvenir du moment où il avait décidé de quitter la politique pour se consacrer aux plus pauvres, en particulier à la jeunesse africaine. Il avait fondé des écoles au Sahel, créé des centres de santé, promu des accords de paix locaux. Rien de tout cela n'avait été mentionné au tribunal. Seulement les erreurs, les soupçons, les accusations sans fondement. De retour dans la salle d'audience, quelque chose d'étrange commença à se produire. L'une des jurées, une femme âgée, se mit à pleurer. Elle observait Macron avec un mélange de compassion et de douleur. Sa fille, expliqua-t-elle plus tard, avait été prise en charge par l'un des centres qu'il avait créés au Niger. Grâce à ce projet, elle était devenue médecin. « Votre honneur », dit la femme, de manière impulsive. « Cet homme a sauvé ma fille. Je ne peux pas participer à un théâtre d'injustice. » Le tribunal trembla. Le juge frappa violemment son marteau sur la table. « Silence! Ceci est inadmissible. Si vous continuez, vous serez expulsé de force. » Mais il était trop tard. Les mots de la jurée avaient ouvert une brèche. D'autres commencèrent à se manifester. Un ancien diplomate de l'ONU demanda à prendre la parole. Le juge refusa. L'avocat protesta. Le procureur perdit le contrôle de la situation. « La vérité finira par éclater », dit Macron avec fermeté. « Même si je suis condamné aujourd'hui, la vérité trouve toujours un moyen de se révéler. » Rolin se leva brusquement, les yeux écarquillés. « Essayez-vous de manipuler ce tribunal, Macron? Vous pensez-vous encore au-dessus des lois ?»
Non, je me place en dessous d'elles. Et c'est pourquoi je ne fuis pas, même quand je sais qu'elles sont corrompues. La tension était insoutenable. Un silence chargé de respiration retenue envahit la salle, jusqu'à ce que le juge, dans un accès de colère, commette l'erreur que personne n'attendait. Vous n'avez jamais été digne du poste que vous avez occupé? Vous avez été une erreur de l'histoire, un gamin gâté qui a joué à gouverner et qui veut maintenant jouer au martyr. Ce fut comme si une lame tranchait l'air. L'humiliation publique, là, devant les caméras et les témoins. Macron baissa les yeux un instant. Son cœur battait à tout rompre. Mais ensuite, il se redressa. Si être humilié est le prix à payer pour ne pas trahir ma conscience, alors je le paie la tête haute. Le public éclata en murmures. Certains se levèrent. Le juge tenta de reprendre le contrôle. Mais le mal était fait. Les caméras avaient tout enregistré. L'insulte, l'abus d'autorité, l'humiliation d'un homme qui, même injustement traité, ne rendit pas la haine par la haine. À la sortie du tribunal, Macron fut entouré par des jeunes Africains qui avaient voyagé des heures pour le voir. L'un d'eux, les yeux pleins de larmes, lui dit « Vous m'avez appris que la dignité, c'est ne pas se taire quand le monde vous ordonne de baisser la tête. » Macron sourit, mais ses yeux étaient embués. Ce soir-là, la vidéo du tribunal circulait déjà sur les réseaux sociaux comme un feu incontrôlable. Ce n'était pas un simple extrait de procès. C'était un spectacle de la vérité à nu, diffusé en temps réel à des millions de spectateurs à travers le monde. Les mots cruels du juge, la fermeté sereine de Macron, le geste ému de la jurée, tout cela était devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand. Pour certains, ce n'était qu'une nouvelle polémique médiatique. Pour d'autres, c'était l'éveil d'une conscience collective endormie. Dans les périphéries de Dakar, des jeunes se rassemblaient devant de petits téléviseurs pour regarder la scène répétée sur YouTube. Dans les universités de Paris, des étudiants débattaient de l'état du système judiciaire français. Dans les églises, les mosquées et les centres communautaires, le nom d'Emmanuel Macron était de nouveau prononcé avec respect. Pendant ce temps, Emmanuel restait silencieux. Il refusa les interviews, les discours ou toute déclaration officielle. Il se retira dans un centre de réfugiés près de la frontière avec le Burkina Faso, où il passait ses journées à enseigner le français, l'histoire et la citoyenneté à des enfants déplacés par la guerre. Là, parmi des tentes improvisées et des sourires innocents, il trouvait la seule justice qu'il reconnaissait comme éternelle, le bien que l'on fait dans le silence, loin des applaudissements. Mais le monde ne se taisait pas. Les images de l'audience commencèrent à susciter une indignation internationale. Plusieurs ONG lancèrent des pétitions pour une réévaluation de l'affaire. Des juristes renommés dénoncèrent les irrégularités procédurales. Les médias, autrefois critiques, se divisaient désormais entre ceux qui maintenaient leur scepticisme et ceux qui, surpris, reconnaissaient en Macron un exemple de résilience et de dignité. Mais la véritable pression vint d'un endroit inattendu. L'Afrique. Un groupe de leaders communautaires, de pasteurs, de professeurs et d'étudiants, tous bénéficiaires directs ou indirects des projets de Macron, organisa une marche silencieuse à Ouagadougou. Plus de 20 000 personnes défilèrent en silence dans les rues poussiéreuses, portant des pancartes simples avec des phrases comme « La dignité ne se condamne qu'au mur système ». La salle d'audience était bondée. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre le souffle étouffé des respirations des journalistes, des jurés et des avocats. Dehors, la pluie tombait fine mais constante, comme si le ciel lui-même pressentait l'injustice qui allait se produire. Emmanuel Macron, le visage serein et les yeux fixés sur le sol, entra dans la salle, escorté par 2 officiers. Ses pas étaient assurés, mais sans arrogance. Juste un homme qui acceptait la douleur avec dignité. Son costume bleu marine était impeccable, mais une tension presque imperceptible crispait sa mâchoire. Il savait que ce jour ne serait pas un simple procès. Ce serait le jugement de son honneur. De l'autre côté, le juge Maxence Rollin l'observait avec un mépris à peine dissimulé. Un homme d'âge mûr, connu pour ses décisions douteuses et ses liens obscurs avec de grandes corporations. Il était le symbole d'un système qui servait souvent les intérêts du pouvoir plutôt que ceux de la justice. Et par-dessus tout, il détestait Macron, peut-être par jalousie, peut-être pour des raisons encore plus profondes.
des rancunes que le temps n'avait pas guéries. Macron n'était plus président, mais il portait encore une influence qui dérangeait. Sa popularité auprès des jeunes, son nouveau travail humanitaire en Afrique, et surtout, son attitude humble, avait déconstruit le récit que ses adversaires avaient tenté de façonner pendant des années. « Emmanuel Jean-Michel Macron, dit le juge, la voix chargée de dédain. Vous êtes accusé d'abus de pouvoir, de manipulation d'informations publiques et d'obstruction à des enquêtes. Comment plaidez-vous » Macron leva les yeux et regarda le juge droit dans les yeux. Il n'y avait pas d'arrogance dans son visage, juste un regard ferme, presque empreint de compassion. « Non coupable, votre honneur. » Sa voix était basse, mais empreinte de conviction. Du fond de la salle, des murmures commencèrent à se propager. Il y avait là des journalistes, des diplomates, des leaders communautaires et même d'anciens ministres. Mais l'atmosphère était tendue. Quelque chose n'allait pas dans ce tribunal. Le procureur, un homme visiblement nerveux, commença à présenter les documents de l'accusation. Mais ses arguments étaient là fragiles, basés sur des suppositions, des extraits d'emails et des témoignages incohérents. Pourtant, le juge ne cachait pas son impatience envers la défense. « Allons droit au but », dit Rollin, interrompant l'avocat de Macron d'un ton sec. « Ce tribunal n'est pas une scène pour des discours sentimentaux. » Emmanuel prit une profonde inspiration. Ce n'était pas seulement une tentative de le condamner. C'était un spectacle orchestré pour détruire son image. Mais il restait calme. Pendant la pause du procès, Macron quitta la salle et se rendit aux toilettes. Devant le miroir, il se lava le visage. Les gouttes glissaient lentement sur sa peau. Il regarda son reflet. « Respire, Emmanuel », murmura-t-il pour lui-même. « Ils veulent voir ta chute. Mais tu es déjà tombé auparavant. Et tu t'es relevé. » Des flashs de son parcours surgirent dans son esprit. Une enfance simple, des années d'études intenses, les combats politiques, l'ascension fulgurante à la présidence, les erreurs, les réussites, les nuits sans sommeil. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était de se souvenir du moment où il avait décidé de quitter la politique pour se consacrer aux plus pauvres, en particulier à la jeunesse africaine. Il avait fondé des écoles au Sahel, créé des centres de santé, promu des accords de paix locaux. Rien de tout cela n'avait été mentionné au tribunal. Seulement les erreurs, les soupçons, les accusations sans fondement. De retour dans la salle d'audience, quelque chose d'étrange commença à se produire. L'une des jurées, une femme âgée, se mit à pleurer. Elle observait Macron avec un mélange de compassion et de douleur. Sa fille, expliqua-t-elle plus tard, avait été prise en charge par l'un des centres qu'il avait créés au Niger. Grâce à ce projet, elle était devenue médecin. « Votre honneur », dit la femme, de manière impulsive. « Cet homme a sauvé ma fille. Je ne peux pas participer à un théâtre d'injustice. » Le tribunal trembla. Le juge frappa violemment son marteau sur la table. « Silence! Ceci est inadmissible. Si vous continuez, vous serez expulsé de force. » Mais il était trop tard. Les mots de la jurée avaient ouvert une brèche. D'autres commencèrent à se manifester. Un ancien diplomate de l'ONU demanda à prendre la parole. Le juge refusa. L'avocat protesta. Le procureur perdit le contrôle de la situation. « La vérité finira par éclater », dit Macron avec fermeté. « Même si je suis condamné aujourd'hui, la vérité trouve toujours un moyen de se révéler. » Rollin se leva brusquement, les yeux écarquillés. « Essayez-vous de manipuler ce tribunal, Macron? Vous pensez-vous encore au-dessus des lois? Non, je me place en dessous d'elles. Et c'est pourquoi je ne fuis pas, même quand je sais qu'elles sont corrompues. » La tension était insoutenable. Un silence chargé de respiration retenue envahit la salle, jusqu'à ce que le juge, dans un accès de colère, commette l'erreur que personne n'attendait. « Vous n'avez jamais été digne du poste que vous avez occupé? Vous avez été une erreur de l'histoire, un gamin gâté qui a joué à gouverner et qui veut maintenant jouer au martyr. Ce fut comme si une lame tranchait l'air. L'humiliation publique, là, devant les caméras et les témoins. » Macron baissa les yeux un instant. Son cœur battait à tout rompre. Mais ensuite, il se redressa. « Si être humilié est le prix à payer pour ne pas trahir ma conscience, alors je le paie la tête haute. » Le public éclata en murmures. Certains se levèrent. Le juge tenta de reprendre le contrôle. Mais le mal était fait. Les caméras avaient tout enregistré. L'insulte, l'abus d'autorité, l'humiliation d'un homme qui, même injustement traité,
ne rendit pas la haine par la haine. À la sortie du tribunal, Macron fut entouré par des jeunes Africains qui avaient voyagé des heures pour le voir. L'un d'eux, les yeux pleins de larmes, lui dit « Vous m'avez appris que la dignité, c'est ne pas se taire quand le monde vous ordonne de baisser la tête. » Macron sourit, mais ses yeux étaient embués. Ce soir-là, la vidéo du tribunal circulait déjà sur les réseaux sociaux comme un feu incontrôlable. Ce n'était pas un simple extrait de procès. C'était un spectacle de la vérité à nu, diffusé en temps réel à des millions de spectateurs à travers le monde. Les mots cruels du juge, la fermeté sereine de Macron, le geste ému de la jurée, tout cela était devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand. Pour certains, ce n'était qu'une nouvelle polémique médiatique. Pour d'autres, c'était l'éveil d'une conscience collective endormie. Dans les périphéries de Dakar, des jeunes se rassemblaient devant de petits téléviseurs pour regarder la scène répétée sur YouTube. Dans les universités de Paris, des étudiants débattaient de l'état du système judiciaire français. Dans les églises, les mosquées et les centres communautaires, le nom d'Emmanuel Macron était de nouveau prononcé avec respect. Pendant ce temps, Emmanuel restait silencieux. Il refusa les interviews, les discours ou toute déclaration officielle. Il se retira dans un centre de réfugiés près de la frontière avec le Burkina Faso, où il passait ses journées à enseigner le français, l'histoire et la citoyenneté à des enfants déplacés par la guerre. Là, parmi des tentes improvisées et des sourires innocents, il trouvait la seule justice qu'il reconnaissait comme éternelle, le bien que l'on fait dans le silence, loin des applaudissements. Mais le monde ne se taisait pas. Les images de l'audience commencèrent à susciter une indignation internationale. Plusieurs ONG lancèrent des pétitions pour une réévaluation de l'affaire. Des juristes renommés dénoncèrent les irrégularités procédurales. Les médias, autrefois critiques, se divisaient désormais entre ceux qui maintenaient leur scepticisme et ceux qui, surpris, reconnaissaient en Macron un exemple de résilience et de dignité. Mais la véritable pression vint d'un endroit inattendu, l'Afrique. Un groupe de leaders communautaires, de pasteurs, de professeurs et d'étudiants, tous bénéficiaires directs ou indirects des projets de Macron, organisa une marche silencieuse à Ouagadougou. Plus de 20 000 personnes défilèrent en silence dans les rues poussiéreuses, portant des pancartes simples avec des phrases comme « La dignité ne se condamne pas »,« Merci d'avoir cru en nous » et « Macron est l'un des nôtres ». L'image de cette marche devint virale. Il était impossible de l'ignorer. Le récit commençait à s'inverser. Emmanuel Macron, autrefois dépeint comme arrogant et distant, apparaissait désormais comme un symbole de rédemption par le service, de leadership par l'exemple, du pouvoir qui se donne aux autres plutôt que de s'imposer à eux. En France, les autorités commencèrent à ressentir l'impact. Le Conseil national de la magistrature décida d'ouvrir une enquête interne sur la conduite du juge Rollin. D'anciens documents refirent surface, révélant des accords suspects entre lui et de grands conglomérats industriels affectés par les politiques environnementales de Macron pendant son mandat. La pièce maîtresse apparut lorsqu'un ancien collaborateur du juge remit à la presse un ensemble d'enregistrements compromettants. Dans l'un d'eux, Rollin déclarait ouvertement « Cet homme doit être détruit publiquement, ou il reviendra comme un messie politique. Le peuple adore les martyrs. » L'opinion publique explosa. Ce qui était autrefois un doute devint une certitude. Macron avait été la cible d'une persécution délibérée, orchestrée par des intérêts lésés. Et pourtant, il ne réagit pas par la vengeance. À ce stade, Emmanuel était devenu plus qu'un homme politique. Il était désormais un archétype, une idée vivante qu'il est possible de tout perdre et de conserver néanmoins son intégrité. Alors que le système s'effondrait dans sa tentative de le détruire, il était assis dans une cabane en bois, enseignant les mathématiques à un groupe de filles qui n'avaient jamais été à l'école. L'une d'elles, nommée Hawa, lui demanda pourquoi il ne retournait pas à la télévision, au palais, là où se trouvent les gens importants. Macron sourit avec tendresse et répondit « C'est ici l'endroit le plus important du monde. Parce que c'est ici que je peux faire ce que personne ne peut m'enlever, transformer des réalités avec amour et temps. » Ces mots furent filmés par hasard par un volontaire canadien et devinrent un symbole de ce qui allait suivre. Une semaine plus tard, Emmanuel reçut une lettre inattendue. Elle venait du juge Rollin lui-même, écrite à la main. Une demande de pardon, une confession,
une reconnaissance tardive de l'injustice. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'était ce qui suivait. Aujourd'hui, je comprends le poids de ce que j'ai fait. Pas seulement à vous, mais à ce que vous représentez. J'espère qu'un jour, dans un village africain, dans une ruelle oubliée, dans le regard d'un enfant, vous trouverez quelque chose qui me pardonnera. Parce que moi, je n'y arriverai pas. Macron lut la lettre en silence. Puis il la rangea dans sa poche et n'en parla à personne. Il continua simplement ce qu'il faisait, enseigner. Quelques jours plus tard, une commission internationale déclara nulle la décision précédente du tribunal. Emmanuel Macron fut officiellement innocenté de toutes les accusations. La nouvelle fut accueillie par des feux d'artifice dans les villes africaines et des applaudissements timides dans les couloirs bureaucratiques de Paris. Mais pour lui, cela importait peu. La véritable justice n'était pas dans l'acquittement. Elle était dans le processus, dans le silence, dans la manière dont il avait choisi de marcher alors qu'il aurait pu se révolter, dans la façon dont il avait affronté le mépris avec fermeté, sans haine. Le monde avait vu, et le monde avait compris. Le pouvoir, lorsqu'il est authentique, n'a pas besoin de trône. Une simple chaise, un tableau noir et un cœur prêt à enseigner suffisent. Cette image finale fit le tour du monde. Emmanuel assis à côté d'Awa, souriant, tandis qu'elle écrivait son nom pour la première fois. En arrière-plan, une tempête approchait à l'horizon, mais là, sous ce fragile toit de zinc, régnait une paix inexplicable. C'était comme si l'univers entier s'arrêtait pour contempler cette scène. Un homme injustement traité, désormais libre, qui choisit de ne pas retourner au sommet, mais de rester avec ceux qui n'y ont jamais été. La caméra s'éloignait lentement, capturant le contraste entre le ciel nuageux et les yeux brillants des enfants. Le message était clair, universel, impossible à ignorer. La grandeur ne réside pas dans la victoire devant un tribunal. Elle réside dans le fait de ne pas perdre son âme pendant le jugement. Quelques mois plus tard, Emmanuel Macron refusa tous les appels à retourner en politique. Il préféra rester anonyme, parmi les oubliés du monde, là où sa présence faisait plus de différence que dans n'importe quel bureau. Sur les murs du petit centre éducatif, une phrase écrite à la craie blanche résumait tout. La justice faillit. L'amour, jamais. Celui qui avait été insulté devant des millions était désormais remémoré par ceux qui l'avaient vu de près. Non pas comme un ancien président, mais comme un maître, un frère, un exemple. Et ainsi, sans avoir besoin de se venger, il triompha. Il triompha par l'humilité. Il triompha par la vérité. Il triompha par l'amour.